Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration le 1er août du 57e anniversaire de l'indépendance au Bénin. Dans son discours à la nation, le président Patrice Talon est revenu sur ses projets pour le pays. Vous l'entendrez dans cette édition. Poursuite de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda. Les 3 candidats en lice sont à la conquête de leur électorat avec une forte présence sur le terrain du Front patriotique rwandais du président Paul Kagame. Et suspension des importations de maïs au Zimbabwe, une décision prise par les autorités après une récolte exceptionnelle qui devrait porter la croissance économique à 2,7% en 2017. Le Bénin a célébré le 1er août le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance obtenue en 1960. Le président Patrice Talon s'est exercé au traditionnel discours du chef de l'État, une allocution dans laquelle il a fait le bilan de ses premières actions à la tête de l'État et a réaffirmé son intention de conduire des réformes dans le pays. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Il s'agit notamment de la sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers, de la fourniture et de la distribution de l'eau et de l'énergie électrique, de l'éducation avec l'installation prochaine du Conseil national de l'éducation nouvelle génération, de la mise en place d'un nouveau système de santé pouvant garantir des soins de qualité. Également dans l'actualité, l'Angola et l'Union européenne sont parvenus à un accord. Des observateurs de l'Union européenne seront bien présents en Angola pour les élections du 23 août. Seulement 4 experts de l'Union européenne seront déployés au lieu d'une mission d'observation de 200 personnes initialement prévue. Rappelons qu'à la mi-juillet, Luanda avait refusé le mémorandum de l'Union européenne concernant les élections, des scrutins qui marquent la fin des 38 ans de présidence de José Eduardo dos Santos, qui ne se représente pas. Près de 7 millions d'électeurs seront appelés aux urnes le 4 août au Rwanda pour l'élection présidentielle. Les 3 candidats en lice continuent d'animer des meetings pour rallier le plus grand nombre de citoyens à leur cause. Une campagne électorale marquée par une grande présence du Front patriotique rwandais du président Paul Kagame qui bénéficie de plus de visibilité. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Le Front patriotique rwandais du candidat Paul Kagame continue d'asseoir sa popularité au Rwanda en préparation du scrutin présidentiel. Ce sont des milliers de Rwandais que le parti mobilise à chaque meeting. Ici, dans le district de Musanze, deuxième ville du Rwanda, ce rassemblement a drainé 350 000 personnes selon les organisateurs. Une forte mobilisation qui conforte le candidat Paul Kagame dans sa position de favori à la présidentielle. Le matin du 4 août, rendez-vous dans les urnes pour voter massivement pour moi. Que dès 11h heure locale, notre victoire soit en poche. Du côté des candidats d'opposition, la mobilisation reste moins impressionnante. Ce sont souvent des centaines de Rwandais et quelques curieux enfants qui assistent au meeting des candidats Frank Habineza et Philippe Mpayimana. Une aubaine que saisissent ces derniers pour proposer leur programme de société. Chaque Rwandais aura un titre foncier si vous votez pour moi. En plus, je vais supprimer dès septembre les taxes domaniales. Je vous avoue que je suis très surpris de voir une centaine de personnes venir m'écouter. Je les considère comme les ambassadeurs de mon programme de société auprès des autres. Le candidat Paul Kagame, 59 ans, participe à sa 3e élection présidentielle au Rwanda. Frank Habineza, 40 ans, et Philippe Mpayimana, 46 ans, briguent tous deux pour la première fois la magistrature suprême dans le pays. En Libye, l'engagement pris pour sortir le pays de l'instabilité semble se concrétiser. Un avant-projet de constitution a été adopté le 29 juillet par l'Assemblée constituante, mise en place il y a 3 ans. Un projet dont s'est félicité le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction.
La Libye adopte un avant-projet de constitution, une loi fondamentale de 197 articles censée doter la République libyenne d'un président, d'un parlement et d'un sénat, installant Tripoli comme capitale, l'islam comme religion d'État et la charia comme source de la législation. Il est nécessaire que les libertés d'opinion et d'expression soient respectées par tous, ainsi que le droit de tous les Libyens de choisir leur mode de vie sans terreur ni menace. Élue en février 2014, l'Assemblée constituante avait 18 mois pour rédiger le projet de constitution. Mais l'instabilité sociopolitique qui touche le pays depuis la chute du régime du président Mouammar Kadhafi en 2011 entrave le processus de transition politique. L'avant-projet de constitution est adopté, mais loin de faire l'unanimité. En réalité, la Libye s'est atomisée. Il y a deux pouvoirs en Libye, à Benghazi et à Tripoli. Et Benghazi, qui a eu en fait un précédent en termes d'organisation, et ils se considèrent dans cette affaire-là qu'ils sont lésés, d'où cette manifestation pour pouvoir exiger la prise en compte, en tout cas d'une région. Le texte doit désormais être soumis à un référendum. L'engagement pris pour sortir le pays de l'instabilité semble se concrétiser. Le 25 juillet 2017, une déclaration commune de sortie de crise était adoptée par les deux hommes forts du pays, Fayez El-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Un terrain d'entente pour organiser rapidement des élections, ce que permettrait de faire une nouvelle constitution. Au Zimbabwe, les autorités ont décidé de suspendre les importations de maïs en raison d'une récolte exceptionnelle. Le volume de la céréale devrait atteindre 2,1 millions de tonnes en 2017, ce qui devrait permettre l'autosuffisance pour le pays malgré les épisodes de sécheresse qui ont touché la région. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Suite à la production de maïs jugée suffisante pour satisfaire la demande intérieure, le Zimbabwe a décidé d'arrêter l'importation des céréales. Cette décision devrait permettre de protéger les agriculteurs locaux un an après la sécheresse dévastatrice qu'a traversé le pays et qui a contraint 4 millions de personnes à être dans une situation de demande d'aide alimentaire. Et pour en arriver à ce résultat, la récolte a été confiée au secteur privé qui payera aux agriculteurs $390 la tonne pour la récolte, ce qui devrait les encourager à planter davantage. Le gouvernement a engagé le secteur privé pour apporter les ressources requises en termes de financement. Ensuite, à travers un programme qui est favorable à une agriculture contractuelle, il a ensuite mobilisé les agriculteurs pour participer à la production. Le gouvernement a fourni les intrants nécessaires aux agriculteurs. Ensuite, ces derniers se sont rendus dans les fermes pour la production. La saison a été bonne, le capital revenu servant à l'investissement agricole est disponible et donc le gouvernement a raison de dire que la récolte sera exceptionnelle. Au Zimbabwe, près de 70% de la population provient du monde rural et survit grâce à l'agriculture. Le maïs est la culture de base dans ce pays d'Afrique australe. L'agence céréalière zimbabwéenne a également recueilli $200 millions du gouvernement et du secteur privé pour acheter du maïs aux agriculteurs. Le Trésor public, quant à lui, a prévu 2 millions de tonnes de production de maïs en 2017 contre 511 000 tonnes en 2016. Le Zimbabwe s'attend à environ 3,5 millions de tonnes de maïs alors que 2,5 tonnes sont nécessaires pour la sécurité alimentaire. Pour la consommation du bétail, environ 350 000 tonnes sont nécessaires. Vous vous rendrez donc compte qu'il y a un excédent. D'après les estimations de la Banque mondiale, l'économie zimbabwéenne devrait croître de 2,8% en 2017 contre 0,7% en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.